Ça marche le micro là? Bon, je rentre d'une soirée folle à l'Assemblée nationale où tu sais, les macronistes, ils ont joué la montre hier. Mais grossièrement. Ça, au foot, ça a été interdit. Maintenant, quand tu fais une passe en retrait au gardien, il n'a plus le droit de la prendre à la main, d'attendre un peu, de refaire la passe à son arrière, qu'il la lui repasse. Moi, quand j'étais môme, il y avait des matchs où pendant un quart d'heure, ça jouait comme ça et c'était... Bon, eh ben ils ont fait ça pendant 2-3 heures hier soir. Comment ils ont fait? La question qui était posée, c'était est-ce qu'on est pour ou contre la réintégration des soignants non vaccinés dans leur métier, à l'hôpital, dans les établissements médico-sociaux et ainsi de suite. Bon, et comme ils ne voulaient pas, parce qu'ils allaient perdre, parce qu'il y avait 7 groupes qui répondaient oui, et il y avait eux et le MoDem qui répondaient non, et comme ils étaient absents, parce que c'est ça aussi, eh ben, ils ont fait de l'obstruction. Comment? Ils ont déposé des centaines de sous-amendements, les ministres, ils ont fait des discours, d'habitude ils répondent défavorable, défavorable, défavorable. Là, il fallait qu'ils fassent des discours de 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois. Ils ont enchaîné les rappels au règlement, ils ont fait des suspensions de séance. Bref, un certain savoir-faire, mais ça a duré 3 heures comme ça. On l'a fait qu'une fois, parce qu'on dit « ouais, les insoumis, vous faites pareil ». On l'a fait qu'une fois. On l'a fait qu'une fois, c'était sur les retraites. On a assumé de faire de l'obstruction pour laisser le temps au mouvement social de bouger dans la rue. Et bon, finalement, c'est le Covid qui a fait qu'on a gagné sur Macron 1 pour les retraites. Mais alors, quand les macronistes font ça hier soir, pour moi, même si je l'ai décidé d'être dans la sérénité, d'être dans le calme, c'est pas facile. C'est pas facile. Qu'est-ce que ça conduit? Alors, il y a eu à moitié des bagarres dans l'hémicycle et tout ça. Ça conduit à un discrédit de l'Assemblée nationale. Bon, on n'est plus à ça près, je vais vous dire. Hein. C'est clair. Pour moi, c'est pas là que se fait la loi. Et donc, mais là, voilà. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va faire la même chose sur les textes des macronistes maintenant. On va déposer des centaines d'amendements, de sous-amendements. On va pourrir le débat. C'est ça, comme ça que ça va se passer. Bon, mais ça, conséquence mineure. On a vu que qui était le plus révolté par ça, c'était les ultramarins, les gens de Guadeloupe, de Deltom, de la Réunion, de Guyane. Pourquoi? Parce que sur leur territoire, la question de la non-vaccination des soignants, c'est un conflit avec l'État français. Et là, que ça puisse pas être tranché pacifiquement, démocratiquement, parlementairement, eh ben, le risque, c'est que ça installe du ressentiment évidemment dans le pays, ça c'est une question clé, et en métropole aussi, mais que là-bas ça se tende, et ici aussi, hein, avec des gens qui se sentent exclus, sans même qu'il y ait la possibilité de poser le débat et de le trancher sur la place publique. Donc là, c'est même pas le fond là, on n'aborde même pas la question du fond, à savoir est-ce qu'il le faut ou pas, mais juste cette question-là, elle peut pas être tranchée démocratiquement parce que les macronistes ne le veulent pas, ils jouent hors démocratie parlementaire. Bon, il y a eu un meilleur moment dans la journée d'hier, c'était l'inscription de l'IVG, l'intervention volontaire de grossesse, à l'intérieur de la Constitution française, avec le travail de Mathilde Panot, mais aussi un superbe discours de ma collègue Pascale Martin, et, faut le dire, un très beau discours d'Aurore Berger. Maintenant, je dis la limite qu'il y a pour moi à ça. Donc c'est bien que ça soit dans la Constitution, que ça soit préservé, c'est une évidence. Moi, ma fille, qui a maintenant 11 ans, a déjà lu l'événement de Annie Ernaux. Pourtant, c'est pas une grande lectrice, mais voilà, ça l'imprègne. Et il faut que dans les consciences des hommes aussi et des femmes évidemment, eh ben, ça soit le droit à l'avortement soit préservé pour l'avenir. Maintenant, le droit à l'avortement, il est menacé, non pas sur le terrain du droit, mais sur le terrain des faits. Et c'est toujours le problème que j'ai, moi, avec quand on modifie la Constitution, c'est qu'on peut mettre des très beaux mots dans les textes de loi. Maintenant, en quoi ils transforment la réalité? On a liberté, égalité, fraternité sur toutes nos mairies. Ce qui serait bien, c'est que ça arrive dans le réel. Et ça, c'est quoi? C'est la carte de l'UFC Que Choisir sur les déserts médicaux. Bon, ça veut dire que toute la Somme est en désert médical pour les gynécos. J'ai pas oublié de le dire. Pour les gynécos. Donc là, ça veut dire, et ça, c'est ce qu'on a à la permanence des femmes qui viennent nous voir et qui nous disent « mais moi, j'ai eu un cancer du sein, cancer de l'utérus, normalement, je dois aller voir un gynéco et j'ai pas de suivi ». C'est le même débat qu'on a eu sur les dents. Tu sais, j'ai raconté
que j'avais une rage dedans le week-end dernier, ça t'empêche de penser. Et puis il y a des moments où c'était hyper vif. Bon, comme je dis, je suis un privilégié, j'ai un dentiste qui me suit, je lui ai envoyé un message. Le vendredi, en fin de semaine, j'ai été pris. Donc mon mal soigné au clou de girofle et au Doliprane n'a duré qu'une semaine. Mais on a une copine qui est accompagnante d'enfants en situation de handicap. Ça fait 6 mois qu'elle a mal. Et alors là, la réponse sur Twitter et tout ça, des gens, c'est dire, mais si, il y a la CMU, il y a tout ça. Ça, c'est dans les textes. Mais dans les faits, c'est pas ça. Dans les faits, trouvez un dentiste dans le coin qui vous prenne, qui vous suive à moindre frais. Parce qu'en plus, ça, là, ce que je montre pour les gynécos, c'est là où il y a avec les dépassements d'honoraires. Tu vois, et même quand tu mets jusqu'à 50% de dépassement d'honoraires, tout est en rouge encore. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut quand même avoir du fric, y compris pour accéder simplement au gynéco, il faut avoir du fric à mettre sur la table. Bon, donc le fossé entre la réalité et les textes. On a encore fait un truc sur le train, là, un 4 pages qu'on va distribuer dans toutes les gares sur Bonjour-nous le train et sur les complices de la casse du rail. Tu as donc Macron, tu as Borne, évidemment, puisqu'elle était directrice stratégie de la SNCF pendant des années au moment où on a bousillé les trains du quotidien et on a privilégié le tout TGV. Et aussi dans le coin, Xavier Bertrand, le président de région. Donc pourquoi je raconte ça? Et ça commence par des tas de témoignages, tu vois, qu'on a mis dans des bulles. C'est pour essayer de renouveler un peu le genre tract. Par exemple, Frédéric, j'étais policier municipal, mais je me suis reconverti dans l'installation d'échafaudage. Hier, j'ai failli ne pas rentrer dans le wagon. Il n'y avait qu'une seule rame alors que le quai était plein. Des gens sont restés regarder le TER partir. Vous imaginez leur colère. Et je pense que là, il met le bon mot colère, mais une colère qui est aussi de la résignation, qui pourrit à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça donne derrière? Le sentiment d'une humiliation, d'un éloignement de la République. Quand le TER il part, c'est pas seulement le TER qui s'éloigne en te laissant à quai, c'est toi qui restes à quai et la République qui continue sans toi, quoi. Bon, mais en même temps, la difficulté, c'est que, tu vois, reporter, il y a terre dedans. Est-ce que je suis terrain. Mais en même temps, si on en reste toujours au terrain, on est comme enfermé dans une réalité déprimante, tu sais. C'est comme ça. C'est comme ça et ça peut pas être autrement. C'est comme ça et ça n'a pas été autrement. C'est comme ça et ça sera pas autrement. Et c'est pour ça que dans mon travail, moi, il y a toujours la nécessité de lier à la fois le réel, les témoignages, les rencontres avec les gens, mais aussi les idées. Parce que les idées, elles viennent crever la bulle du c'est comme ça. Elles viennent rouvrir de l'espérance, tu vois. Elles viennent apporter un ailleurs, un autrement. Alors, pourquoi je dis ça? Un horizon, en gros. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, justement, sur les idées, le truc dont je voudrais vous parler là, c'est un bouquin. La sobriété gagnante, Benjamin Brice. Bon alors, sobriété, le titre est vraiment pas terrible, mais enfin... Bon, on va y venir. Je trouve pas que ça soit le bon mot. Je veux dire, sobre, qui a envie d'être sobre? Sobre, se dire juste arrêter de picoler, c'est quand même pas un projet, quoi. Bon, excuse-moi. Donc j'étais en débat à Bobigny sur les auxiliaires de vie, et il y a un gars à la fin qui vient me remettre un énième livre. Je dis un énième parce que franchement, ça me fait une bibliothèque. Hein. Alors, il y a des trucs qui sont toujours un peu délirants, comment ma mère est devenue médium, enfin, il y a des trucs comme ça, mais il y a des trucs sérieux aussi. Mais là, ça a été le coup de foudre, parce que j'ai toujours la curiosité d'aller voir les premières pages. Donc, et j'y ai passé, là, j'ai accroché, et j'y ai passé mon week-end. En gros, ça répond à une question qui est « Où passent nos impôts ?» J'ai entendu ça, tu vois, une grand-mère qui veut faire soigner son gamin parce qu'il a un problème au cerveau et on reporte son opération par manque d'anesthésiste en pédiatrie, il me semble, ou de réanimateur. Et elle dit, mais comment ça se fait, mon petit-fils a besoin d'être soigné, avec tout ce qu'on paye, où passent nos impôts? Et c'est un truc que tu entends de manière récurrente, où passent nos impôts? Et au fond, je trouve que le bouquin de Benjamin Brice, là, édité à compte d'auteur, il faudrait un vrai éditeur pour soutenir ça, et il répond à cette question, où passent nos impôts? D'abord, dire que c'est une mine de données, ce bouquin-là. C'est pas juste une thèse, tu vois, c'est exceptionnellement chiffré par des références à des tas de rapports de l'INSEE et compagnie, un truc puissamment sérieux. Une donnée, par exemple, que je vois là, le rapport entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, il est de 1 à 5 avant redistribution.
il est de 1 à 3 après redistribution, donc on voit l'efficacité de la redistribution, mais il est de 1 à 10 une fois qu'on intègre les dépenses contraintes sur le loyer, sur les assurances, sur le transport pour aller au boulot. Donc ça veut dire qu'il y en a des à qui il reste 180 € par mois et il y en a à qui il reste 1800 € par mois. Les dépenses de communication qui ont été multipliées par 6 depuis 1990, ça représente 2% pour les ménages en haut, mais 4% pour les ménages en bas. Ah non, un autre truc, un truc dingue, l'énergie. Attends, où est-ce que c'est mon truc énergie? Tac, 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 tac. J'ai pris des notes. Le service aux particuliers, non, c'est pas grave. L'industrie, alors, attends. Ça fourmille de données sur la flexibilité, sur les transferts sociaux, sur les contrats courts. Je voudrais retrouver les données sur l'énergie, excuse-moi. Ah voilà, les taxes sur l'énergie, ça représente, pour les plus aisés, 1% de leurs revenus. Mais pour les plus pauvres, ça représente 4%. Juste les taxes. On ne parle pas de ce que ça leur coûte d'aller au boulot avec de l'essence, mais juste la taxe qu'ils payent dessus, c'est 4%. J'en viens à la thèse, parce que je pense que le bouquin est passionnant pour toutes les données qu'il concentre, mais il l'est encore davantage par sa charpente, son squelette, la thèse qu'il soutient, et qui vient en gros répondre à un truc embêtant pour la gauche, tu vois, avec lequel tu as du mal à te débrouiller, c'est mamie et puis tout le monde qui répète où passent nos impôts quand ils disent bah voilà l'école va pas, l'hôpital va pas, tout ça va pas, bah alors où passent nos impôts? Et de l'autre côté, le fait qu'en France, il y ait 57% de prélèvements et que ça soit un record en Europe. Les libéraux ils disent ça. Alors on se dépêtre de ça en disant mais oui mais il y a les sécurités sociales à l'intérieur, il y a les retraites, ce qui est vrai. Mais il demeure un souci, une tension entre ce où passent nos impôts et ces 57%. Et finalement, c'est ça que Benjamin Brice vient pour moi résoudre. La mondialisation, sous couvert de compétitivité, a en vérité mis toute notre économie sous perfusion. Qu'est-ce qui se passe? 1. Déficit commercial abyssal. 60 milliards d'euros en année normale, 120 milliards cette année avec les dépenses d'énergie. 2. Un chômage installé dans la société de masse depuis des décennies. Alors, c'est 2,5 millions d'emplois détruits dans l'industrie. Et ça produit quoi? Ça produit des classes populaires qui soit sont hors compétition et dans l'exclusion. Et donc, pour qui il faut qu'elles survivent par des transferts sociaux. Et donc là, il montre qu'en 1975, pour les 10% les plus pauvres, c'était le quart des prestations qui allaient à elles. Aujourd'hui, pour les 10% les plus pauvres, c'est la moitié des prestations qui va à elles. Mais aussi, une subvention aux emplois moins qualifiés. C'est quoi? C'est les allègements de cotisation, c'est tous les trucs Fillon qui fait que sur les bas salaires, le SMIC, 20% au-dessus du SMIC, tu payes pas de charges, comme parlent les libéraux. Mais c'est aussi maintenant avec la prime d'activité, carrément l'État qui paye une partie du salaire. Ça c'est pour les salariés. Mais les entreprises, elles aussi, elles sont sous perfusion. Il y a eu un rapport là qui a été rendu qui dit 160 milliards d'euros parce que pour qu'elles soient compétitives, on baisse leurs impôts, impôts sur les sociétés de production, ISF, flat tax, exit tax pour les détenteurs de ces entreprises pour pas qu'ils partent. On subventionne avec le crédit impôt compétitivité emploi, on subventionne avec le crédit impôt recherche et ça donne des sommes gigantesques à l'arrivée. Mais tout est subventionné. L'agriculture, elle est subventionnée aujourd'hui. Les emplois domestiques, les riches comme moi, on soit subventionné sur les assistantes maternelles, qu'on soit subventionné sur les femmes de ménage. Le logement, il est subventionné côté propriétaire avec des niches fiscales tous azimuts et il est subventionné côté locataire avec des APL. Et maintenant, on franchit une nouvelle étape, c'est les carburants, c'est l'énergie, c'est le gaz qui se retrouve à être subventionné. Donc tu as en fait toute une société qui est subventionnée. Ça produit ce contraste entre d'un côté 57% de prélèvements, mais comme tout part en subvention tous azimuts à tout le monde, parce qu'il faut être compétitif avec les pays alentours, donc faire baisser les salaires, donner de l'argent aux entreprises et tout ça, eh bien, à la fois tu as ce fort taux de prélèvement et en même temps, il ne reste pas grand-chose pour le fonctionnement de l'État lui-même. C'est-à-dire pour les hôpitaux, tu vois, cette année par exemple, c'est dans le plan de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, tu as une augmentation, ils en sont tout fiers, de 3,9%. Mais ça veut dire quoi? Quand tu as une inflation de 6,4%, ça veut dire qu'en vérité, tu as baissé le budget des hôpitaux de 2,5%, et c'est même plus que ça, parce que comme la population elle vieillit, il y a de plus en plus de monde qui a besoin d'aller à l'hôpital, donc
tu es encore en dessous des besoins. Mais de la même manière, par exemple, pour l'école, la part de l'éducation dans le budget du PIB, il était de 7,7% dans les années 90, il est aujourd'hui de 6,6%. Donc ça a baissé dans le PIB, alors que ça s'est massifié, en particulier dans le supérieur. Et là, Benjamin Brice, il résume en disant, voilà, il y a 1 500 € en moins par étudiant que dans les années 90 aujourd'hui. Il y a une division par 2 du nombre de postes de maîtres de conférences qui sont ouverts. De la même manière, on gratte sur la recherche avec le CNRS, puisqu'on est passé de 380 recrutements à 240. Bon, donc tu as ce contraste entre un taux de prélèvement qui est performe et qui va à des subventions à la société, à l'économie, mais à la société en général, et de l'autre côté, le cœur de l'État, dont les gens attendent qu'ils puissent se soigner, ils puissent s'éduquer, ils puissent se loger, et ainsi de suite, qui, là, dépérit. Et du coup, ça produit une immense frustration dans la population qui est résumée par ce « Où passent nos impôts ?» Tiens, c'est peut-être le titre qu'on pourra donner au BDR, « Où passent nos impôts ?» Donc ça, c'est le constat. Maintenant, l'horizon, la perspective, que faire ? Comment sortir de cette spirale infernale avec des subventions à toute la société et pourtant un État qui se réduit ? La réponse numéro 1, là on est bien d'accord avec l'auteur, protectionnisme. Tu vois, j'ai du Doliprane, c'est ce que j'ai pris pendant une semaine. Tu sais que le Doliprane, là, le ministère de la Santé conseille aux médecins de moins en prescrire, vraiment qu'en cas de nécessité, et il dit, voilà, à la place et ceux qui en prennent, à la place que ça soit une fois toutes les 4 heures, il faut que ça soit tous les 6 heures ou tous les 8 heures, enfin bon, c'est du bricolage. T'imagines, dans la France de 2022, pour la plus basique des molécules, le paracétamol, quoi. Et ça, amoxicilline, un médicament nécessaire pour les opérations, notamment chez l'enfant, mais pas seulement, et donc qui, là, est en pénurie. Alors que, il y a 2 ans, en plein cœur de la crise de Covid, Macron nous disait « Déléguer notre santé à d'autres est une folie ». Alors qu'on s'est découvert à poil, alors sur les surblouses, sur les masques, mais en particulier sur les médicaments, avec 80% des principes actifs qui étaient en Chine et en Inde, et alors qu'il y a 10 ans c'était l'inverse, c'était 80% qui étaient ici, Macron qui avait promis que tout ça, on allait le relocaliser, on allait le réindustrialiser. Mais on est toujours à poil 2 années plus tard. Il n'y a pas eu de véritable volonté politique. On a donné de l'argent à Sanofi, mais avec Agnès Pannier-Runacher qui disait on peut faire confiance à Sanofi. Voilà, vous faites confiance à Sanofi, très bien, mais on n'a toujours pas de quoi produire du Doliprane ou produire des antibiotiques. Donc il faut du protectionnisme, il faut une véritable politique commerciale qui aille de pair avec une politique industrielle et qui relocalise, réindustrialise notre pays sur les secteurs les plus essentiels. Bon, donc ça... point numéro 1, évidemment. Mais là où il y a un apport plus original de l'auteur, c'est de dire l'objectif des dirigeants maintenant, il ne doit pas être d'être compétitif pour exporter, mais il doit être de moins importer. Et pour moins importer, il ne faut pas jouer sur la production, il faut surtout jouer sur la consommation. C'est ça qu'il s'agit de réguler aujourd'hui. Et de dire la consommation, elle doit redevenir politique. Tu sais, on a été dans une société de consommation où c'était quasiment sacré. Le supermarché, tout ça, tu ne peux pas y toucher. Eh bien, il dit, dans une société qui à la fois se voudrait plus écologique et où on a un souci d'indépendance nationale, de souveraineté, de moins avoir du déficit commercial, eh bien, c'est sur le facteur consommation qu'il faut agir. D'ailleurs, j'ai rencontré un dirigeant d'informatique avec qui j'en ai discuté. L'informatique électronique, c'est 18 milliards de déficit commercial tous les ans. Le gars, le patron, là, il dit, de toute façon, 99,9% de ce qu'on vend, c'est de la Chine ou c'est de l'Asie. Et c'est pas vrai, autant je l'ai dit pour les médicaments, ça me semble faisable, c'est pas vrai qu'on va réussir à relocaliser, réindustrialiser rapidement notre pays sur le terrain de l'électronique et de l'informatique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut moins importer. Ça sera bon pour notre déficit commercial, mais ça sera bon aussi pour la planète. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut mettre, alors tu sais, je dis toujours, un atelier de réparation par quartier et par canton,
que tout le monde ait accès à ça, que la norme devienne la réparation. Mais alors, le patron de l'informatique il me disait, mais le souci, c'est pas vraiment la réparation, parce que finalement, le matériel informatique, c'est bon, il peut durer des années, voire des décennies. Moi, mon ordi, il est vieux. Par contre, c'est upgrader, donc remettre à jour, booster les ordinateurs pour qu'ils aient plus de mémoire, pour qu'ils puissent accéder aux nouveaux logiciels. Et ça, le particulier tout seul devant sa bécane, il n'y arrive pas. Donc, il faut au fond qu'il y ait des upgraders qui essaiment dans les territoires. Il faut trouver un mot français. Tu dirais quoi en français, toi? Des metteurs à niveau, c'est ça qu'on traduirait. Des agents de maintenance, mais ça fait pas terrible, quoi. Non, il faut trouver un nom. Bon, allez, trouvez-le. Pour dire que voilà, et ça soit peut-être un service public du upgradage. Donc, trouvez-moi un autre mot. Franchement, je déteste les anglicismes. Alors, si vous pouvez me les épargner. Et pour qu'on n'ait plus ces 18 milliards d'euros de déficit commercial sur ce secteur-là. Et donc ça joue sur, donc ça c'est joué sur la consommation. Mais de la même manière, tu vois, quand on avait lutté sur la 5G, Benjamin Brice cite un sondage qui dit que YouGov, qui dit qu'il n'y a que 3% des Français qui étaient en attente des technologies liées à la 5G, qui en avaient le désir. Et pourtant, mais la conclusion de l'Institut de sondage, c'était de dire donc il va falloir que les services marketing ils se mettent sérieusement au boulot pour que les gens en aient envie, pour qu'ils en aient le désir. Ben non. Au contraire, il faut qu'ils n'en aient pas le désir pour qu'on n'achète pas ça, pour qu'on n'importe pas ça, pour que ça soit meilleur pour la planète et pour notre déficit commercial. Sur les voitures, il s'agit d'agir pour qu'on ait des voitures moins lourdes, à la fois peut-être en termes de fiscalité, mais aussi d'interdiction. Si on dit « ouh là là, interdiction », c'est comme pour mes histoires d'avions. Alors là, il redonne une stat. Pour le pourcent le plus riche en haut, l'avion, c'est 40% de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est... Voilà. Donc, mais si on touche à l'avion, si on touche à la taille des voitures, c'est liberticide. Et là, tu fumes pas, toi? Non, tu fumes pas. De toute façon, je te demande un paquet de clopes, tu sais, j'aime bien illustrer comme ça. Benjamin Brice apporte ses arguments et il dit, mais regardez ce qu'on a fait sur le tabac. C'est complètement liberticide. Bon, on culpabilise les gens qui fument. Je fume pas. Je pense que c'est une cochonnerie dont on peut s'épargner. Épargner au sens propre d'ailleurs, puisqu'il dit que les gens qui fument un paquet par jour, aujourd'hui, c'est le quart de leur SMIC qu'ils vont mettre à l'intérieur. Bon. Et 4/5 de ça, c'est des taxes qu'on a mis là-dedans. Ça frappe nettement plus les ouvriers que les cadres, parce que les ouvriers, ils fument encore 2 fois plus. Parce qu'au fond, les élévations de prix, elles ont fait baisser la consommation dans les classes supérieures, mais pas dans les classes populaires. Et ils demandent, mais alors, puisqu'on a fait ça sur le tabac, qui touche les classes populaires, pourquoi ça serait plus liberticide de le faire sur les grosses voitures ou de faire sur les avions? Parce que là, ça touche les classes supérieures. Et voilà une régulation nécessaire par la consommation. Il y a aussi notre bataille sur le logement. Quand on veut la rénovation thermique des bâtiments, quand on pense qu'il faudrait un grand plan là-dessus pour France 2030, à la place d'être sur la robotique, le numérique, la génétique, eh bien ça veut dire qu'on va moins importer de pétrole et de gaz pour se chauffer. Je pense que là, avec ça, l'auteur, Benjamin Brice, donc j'ai pas dit son pédigré, mais il a fait l'ESSEC, tu vois, la Haute École de Commerce, là. Et puis, il est docteur en sciences politiques de l'école des hautes études en sciences sociales. Tu vois, faut quand même faire un peu de sérieux là-dedans, quoi. Je pense qu'avec ça, l'auteur, il nous permet de passer de la spirale infernale, désindustrialisation, chômage, importation, déficit commercial, État qui se dessèche, tu vois, à reprendre la maîtrise de notre destin dans un cercle plus vertueux où on importe moins, on réindustrialise et on maîtrise notre consommation. Bon, et avec plus de justice sociale aussi, parce que là, les consommations qu'il s'agit de résoudre, de diminuer, c'est d'abord sur les classes supérieures. Bref, à mon avis, La sobriété gagnante est un ouvrage majeur. J'aimerais bien en fait que cette thèse soit discutée parmi mes amis, parmi les militants, et qu'elle soit mise sur la place publique et qu'on en montre aussi les fragilités peut-être. Et enfin, j'espère qu'il y aura un vrai éditeur pour s'emparer de cet essai et le mettre dans toutes les librairies du pays. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? On est à 30 minutes déjà. Puisque tu me dis qu'on est à 30 minutes, c'est déjà long. C'est mon enthousiasme qui fait ça, tu vois. Eh bien, il me reste pas beaucoup de temps pour promouvoir mes propres bouquins. Moi, j'essaye d'apporter du fond. Et c'est vrai, quand je lis les papiers sur ma tronche
dans les journaux, avec qui il a pris un café, à quelle heure, est-ce qu'il pisse debout ou assis, ça me déprime. Parce que je pense que j'essaye d'apporter autre chose, j'essaye d'apporter ce lien entre le réel des gens qui disent où passent nos impôts, qui ont du mal à prendre le train, à trouver un gynéco ou un dentiste, et des idées, des perspectives, une espérance, un horizon. J'espère être une passerelle au milieu de tout ça. Et j'aimerais mieux que les journalistes s'intéressent au fond, mais enfin c'est peut-être pas, faut peut-être pas trop rêver quoi. Donc, puisqu'on parle de fond, mes petits apports du moment à moi, on en reparlera plus tard. Mais je sors un petit bouquin sur les retraites, le temps d'apprendre à vivre. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on doit mettre des idées et là faire le lien entre défi démocratique, défi social, défi environnemental en lien avec la bataille des retraites. Maintenant, en amont du moment où elle se déroulera, pour que les arguments chez les militants soient déjà dans les tuyaux. Donc voilà pourquoi il y aura ça sur les tables des librairies la semaine prochaine, mercredi prochain. Et déjà sur les tables des librairies, la réédition de notre bouquin avec mon copain Antoine Dumini, et voilà, il n'est plus parmi nous et je sais que s'il était encore parmi nous, il ferait partie de l'équipe, il serait dans la bande. Et comment ils nous ont volé le football, qui est en gros une histoire de la mondialisation à travers le ballon rond, avec là augmenté d'un chapitre évidemment sur les années 2020, les années Qatar, et qui a reçu, j'en suis fier quand même, le prix lycéen du livre d'économie. J'en suis d'autant plus fier que c'est une association dont Antoine était membre qui nous a remis ce prix-là après un vote, hein, il y avait plusieurs trucs dedans. Et c'est coécrit aussi avec le rédac-chef de Fakir, puisque je suis plus rédac-chef de Fakir, hein, je vous en informe, Cyril Pocréo. Est-ce que je dis un mot du boycott ? On voit qu'il y a 12,8 millions de Français qui n'ont pas boycotté, c'était quand ? Mardi soir, le 4-1 de la France face à l'Australie et les débordements de tous azimuts et les talonnades, peut-être un peu trop, de Kylian Mbappé. Ça pour dire aux militants qu'il ne s'agit pas de s'enfermer dans notre entre-soi, notre microcosme en disant boycott, boycott, boycott. Je demandais hier, il y a quelqu'un qui me disait « mais toi tu boycottes pas ?» Ouais, parce que moi je peux me lever à 5h du matin pour regarder un match de curling de l'équipe de France, tu vois. Donc, mais je lui demandais « mais toi tu regardes d'habitude la Coupe du Monde ?» Elle me dit non. Bon, bah, je lui dis, bah, c'est facile de boycotter un truc que tu regardes pas d'habitude, tu vois. Donc moi, je suis camé, c'est comme ça. Et le boycott que j'aurais souhaité, d'abord, on peut commencer par boycotter les Rafales avant de boycotter le ballon et cesser de livrer des armes au Qatar si on pense que c'est un pays dangereux et une tyrannie. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a un boycott politique, un boycott diplomatique qui devait être fait. Mais surtout, je veux dire, il y en a un qu'il faudrait priver de télé, c'est Nicolas Sarkozy. Macron aussi, pourquoi pas. Mais enfin, si la Coupe du Monde se déroule au Qatar cette année, la France y a une responsabilité centrale, puisque c'est son président de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui a tout fait pour ça. Donc j'aimerais bien savoir si Nicolas Sarkozy est privé de télé. Je suis très fier quand même de notre bouquin sur le foot, parce que je sais que c'est un truc d'accès à l'économie pour des jeunes, quoi. Franchement, j'ai vu des collégiens, des lycéens qui disaient ça, qui est rentré. Toi aussi ? C'est le premier livre que t'as lu, d'accord. Bon, bah, t'avais quel âge ? T'étais en seconde. Bon, voilà, bah, tu vois. Donc, je pense que c'est une bonne porte d'entrée dans la critique du monde économique existant que de partir d'un truc auquel les gamins jouent là, juste en face au Parc Saint-Pierre, le foot. La semaine prochaine, j'aurai peut-être une sélection de cadeaux pour Noël, un peu plus funky que juste des gros pavés ou des petites brochures quand même.